Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro d'Objectif Monde de l'Hebdo. Depuis l'invasion russe en Ukraine, le pays est devenu une destination privilégiée pour des touristes d'un nouveau genre, des femmes et des hommes qui veulent être confrontés à la réalité de terrains hostiles et de la guerre. Des agences proposent des visites pour un coût modique. Karim Amin a pu suivre ces Suisses adeptes de ces voyages pas comme les autres pour le magazine Mise au Point sur la RTS. C'est une visite touristique pas comme les autres. Et l'un des symboles de la guerre en Ukraine, le pont d'Irpin. Plus de 30 000 civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont passés par ce couloir d'évacuation. Le guide ukrainien travaillait déjà avant la guerre, mais l'itinéraire a bien changé. L'excursion d'aujourd'hui s'intitule « Horreur de l'occupation russe ». Elle coûte 150 €. Une famille de Donetsk, réfugiée depuis 2015, a été tuée ici. Ce touriste est un Estonien de 30 ans et c'est sa première visite en Ukraine. Il souhaitait voir la réalité de la guerre de ses propres yeux. Les plages, le soleil, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est le monde réel. Parce que c'est mon monde, mon Europe. Nous, les Ukrainiens et les Estoniens, nous sommes tous Européens. Je veux voir, je veux sentir tous les détails de ce monde. Plus loin, sur les murs de cet ancien centre culturel soviétique, les traces d'impact de balles et aussi celles du passage de l'artiste Banksy. C'est un cerf-volant, aux couleurs de l'Ukraine, qui s'envole dans le ciel. Banksy a passé un moment en Ukraine, à l'automne 2022. Ce bâtiment a été bombardé en mars 2022 par les forces russes qui encerclaient Kiev. Oui, on peut regarder rapidement. Il y a une époque où les enfants dansaient ici. Ils apprenaient des choses. Maintenant, c'est devenu un nid à pigeons et autres oiseaux. Ils peuvent faire peur, mais t'inquiète pas. Il y a ces décorations sur les murs. Ça me rappelle l'époque de l'Union soviétique. Changement de décor, changement d'ambiance. Dans un village bucolique au bord de l'Ar, en Suisse alémanique, Andrea s'apprête à partir en voyage au Kurdistan irakien. Une destination pourtant déconseillée par le DFAE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne suffit pas. Dans sa valise, pas de gilet pare-balles, mais un autre accessoire tout aussi vital pour elle. Pour moi, c'est le plus important, l'oreille. Et autrefois, je ne peux pas dormir très bien. Passionnée de voyages de l'extrême, Andrea a plus de 80 destinations à son actif. Elle dit n'avoir pas d'intérêt particulier pour les zones de conflit, mais elle tient à découvrir des pays peu ou pas touristiques. Comme sur ses photos en Afghanistan, où elle a rencontré les talibans l'an dernier, armés de leur kalachnikov. Je ne sais pas si c'est possible de voir. C'était le AK-47 qui a regardé dans notre direction, mais c'était pas de problème. Ils sont très gentils. Si je reviens d'un voyage comme ça, tu es toujours très très contente de ce que tu as à la maison. La sécurité, la nourriture, l'argent, la vie, nous sommes très très privilégiés ici. Nous avons tout. Pour préparer ce voyage au Kurdistan irakien, Andrea est en contact quotidien avec le tour opérateur. Elle doit se parer à tout changement de dernière minute si la situation sur place dégénère. Je fais mon recherche, bien sûr, en Internet, mais c'est aussi difficile parfois parce que si tu regardes pour Irak, c'est tout que tu trouves, c'est guerre, c'est je ne sais pas, toutes les mauvaises choses, mais tu ne trouves pas quelque chose de positif pour voyager.
Andrea promet de nous envoyer des images de son voyage depuis le Kurdistan irakien. Voici un autre touriste suisse qui se promène, lui, dans les rues de Damas. Ce retraité de 75 ans visite la Syrie quelques semaines à peine après le changement de régime, et alors que le pays est encore très instable. Ça sert à quoi? Ah d'accord, c'est vraiment très joli. Sa famille à Vetsikon était opposée à ce voyage. Ils ont tous dit non, tu peux pas y aller, c'est trop imprudent. Mon fils m'a dit que si des terroristes venaient à me kidnapper, il aurait du mal à payer ma rançon. Ils imaginaient déjà le pire pour la famille. Mais Jürg a la tête dure et part quand même. En quelques jours, il visite Alep, Palmyre et Damas, accompagné d'un guide local. Sur place, il a quand même eu de la peine à s'adapter à la réalité syrienne. Je n'avais pas pris d'argent liquide, parce que je n'en ai jamais eu besoin en voyage. Et je ne savais pas qu'il n'y avait pas de bancomat en Syrie. Mais j'ai eu de la chance, grâce à l'agence de voyage au Qatar, j'ai pu échanger mes chèques postaux contre du liquide. Malgré les dangers liés à l'instabilité du pays, c'est le seul souci que Jürg retient de ce voyage pas comme les autres. En Ukraine, le guide et son client arrivent dans la tristement célèbre ville de Boutcha, à 30 km de Kiev. C'est là que le monde découvrait l'horreur. 700 civils massacrés, retrouvés après le retrait des forces russes. Svetozar raconte. C'était une embuscade. Dès le matin tôt, ils tuaient les gens qui passaient en voiture sur cette route. Encore un énorme crime de guerre. Plus loin dans la ville, l'église Saint-André. Ici, une centaine de corps ont été retrouvés dans une fosse commune en avril 2022. Ils avaient le droit d'entrer dans toutes les maisons. Ils forçaient les serrures, finissaient les bouteilles, violaient les filles et tuaient les chiens, les pères. C'était l'horreur la plus totale. Ton père pouvait être tué juste parce qu'il marchait dans la rue et demandait une clope à un soldat russe. Ces victimes ont un nom aujourd'hui, inscrit sur le monument, érigé en leur mémoire. L'occasion d'un moment de recueillement pour Svetozar et Henri. Plus au nord, au cimetière, le guide continue de raconter la guerre à son client. Parce qu'il y avait beaucoup de bombes et de missiles qui nous tombaient dessus. Pour lui, ce tour est une manière de contribuer à l'effort collectif, dit-il. Et c'est bien plus important que l'argent gagné, dont il affirme reverser la moitié à l'armée ukrainienne. Pour moi, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas amusant, c'est plutôt triste. J'ai l'impression de faire un boulot important. Nous avons besoin de soutien du reste du monde et surtout des pays européens. Et nous devons ouvrir les yeux des gens sur ces crimes qui risquent de se répéter si la Russie continue son avancée. Je ne pense pas que c'est du dark tourisme. C'est une expérience qui ouvre les yeux dans des banlieues très proches de Kiev. Mais je ne veux pas continuer à organiser ces tours une fois que la guerre sera terminée. C'est triste, c'est très triste. Changement de cap. On retrouve Andrea qui arrive au nord de l'Irak, avec les images qu'elle filme elle-même. Nous sommes arrivés à Kurdistan. De Erbil à Mossoul, le tour de 10 jours consiste à découvrir la région sous tous ses angles. Bazars, mosquées, une exposition sur les massacres de Saddam Hussein,
ou des paysages de montagne. Andrea n'a pas le temps de s'ennuyer. Irak. 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 Et les deux maintenant. Ça, c'est l'autobus que nous avons. Un guide accompagne Andrea et quelques autres touristes. C'est bon? Très bien. OK. Le tour se termine à Mossoul, dernier bastion de l'État islamique. La ville est aujourd'hui en reconstruction. De sa chambre d'hôtel, Andrea nous raconte son voyage. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont encore détruits, mais ils sont en train de rénover et faire reconstruire toutes les choses. Je pense que ça c'est une nouvelle chance pour la population là. Et oui, je pense que c'est la chose qui est importante pour eux et pas le passé. Un passé lourd à porter pour cette nation qui essaye de refaire surface. Beaucoup de pays occidentaux recommandent d'ailleurs d'éviter de se rendre en Irak à cause des risques d'enlèvement et d'attentats. Des risques dont Andrea ne semble pas être consciente. On t'a pas parlé de ça et personne t'a averti ou Non, Le non, guide pas du tout. D'accord. Je ne me jamais sentais en sécurité ici. C'est toujours comme à la maison. Et parfois, c'est mieux ici qu'à la maison, par exemple. Ah oui, j'ai oublié de te demander, tu as bien dormi avec ton oreiller? Oui, toujours, il est là. Ah ouais? Oui, les lits sont pas toujours très confortables. Au final, Andrea est satisfaite de son voyage. Et malgré la situation encore instable dans le pays, elle recommande vivement de visiter le Kurdistan irakien. En Ukraine, le tour touche à sa fin. Svitozar et Henri arrivent à Moshun. Ce village à proximité de la capitale a été le théâtre d'intenses combats il y a 3 ans. L'endroit est truffé de mines. Les traces de tirs et de bombardements sont partout, même sur ces arbres, coupés en deux. Et pour les visiteurs, une tranchée a été reconstituée. Ce que j'aime particulièrement dans ces tranchées, c'est l'odeur du bois. Le mémorial dressé ici impressionne fortement le jeune Estonien. En restant assis à la maison, tu lis les nouvelles, mais tu ne peux pas comprendre la situation avant de venir ici. C'est vraiment accablant de voir des gens de mon âge morts ici en protégeant leur pays. C'est incroyable. C'est dur à digérer. Henri rentre en Estonie le cœur lourd. Et la crainte de voir la Russie attaquer son propre pays un jour reste plus forte que jamais. Voilà, retour sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo avec nous, Karim Amin, journaliste à la RTS. Merci d'être avec nous. Et avec nous en duplex depuis Paris, Pascal Confavreux, porte-parole du ministre français et européen des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Karim Amin. Comment avez-vous abordé ce reportage sur ce qu'on appelle aussi le tourisme de la mort? D'emblée, on a tendance à trouver un peu ce genre de visite touristique déplacée. Mais en fait, vous arrivez à donner une autre image de ces voyages et de ces voyageurs pas comme les autres. En fait, tout commence par le fait que je suis d'origine afghane et que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait jamais eu autant de touristes en Afghanistan que depuis l'arrivée du régime taliban, du retour des talibans. Et ça m'a interpellé. Je me suis rendu compte qu'il y avait... Enfin, la dernière fois qu'il y avait eu autant de touristes, c'était dans les années 70, pendant les hippies. Pour comparaison, en 2021, il y avait à peu près 700 touristes en Afghanistan et aujourd'hui, on estime à plus de 7000 le nombre de touristes qui viennent annuellement en Afghanistan. Donc ça m'a donné envie de me pencher sur la question, d'aller voir un peu plus loin dans d'autres pays, si c'était le cas aussi, par exemple pour l'Ukraine. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait tout un monde du tourisme de guerre. Et là où des touristes peuvent aller en Afghanistan, pour l'instant, les journalistes, c'est forcément formellement déconseillé. Ça devient presque plus facile d'y aller en tant que touriste. Vous avez pu aller en Ukraine et pas en Afghanistan. J'ai pu aller en Afghanistan,
mais dans un certain cadre et avec des limitations, bien sûr. D'accord. Je me tourne vers vous, Pascal Confavreux. Alors, vous êtes porte-parole du ministère français des Affaires européennes et étrangères. Je rappelle que c'est ce ministère qui prend en charge les Français qui peuvent se retrouver en difficulté à l'étranger en période de crise. Alors vous, est-ce que vous comprenez ce choix, ce désir d'aller vérifier de ses propres yeux la réalité sur des terrains de guerre ou dans des terrains hostiles? Merci beaucoup. Nous ne décourageons jamais de partir à l'étranger. En revanche, nous voulons que ce soit très clair et très connu les risques auxquels les uns les autres s'engagent. Donc nous avons une rubrique sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'appelle « Les conseils aux voyageurs », avec des zones qui vont de vert à rouge, pour qu'en amont du voyage, ce soit très connu, parce que le risque... il est mieux quand il est anticipé. Donc il y a carrément des zones rouges, c'est des zones dans lesquelles nous proscrivons aux ressortissants français de se rendre pour des raisons sécuritaires, sanitaires ou diverses. Et alors parmi justement ces zones rouges, donc nous en appelons à la responsabilité des uns des autres. Parmi ces zones rouges, il y a justement, Karim Amin, l'Ukraine, l'Afghanistan et l'Iran. Comment on définit, Pascal Confavreux, les pays qui sont en rouge, les pays qui sont en vert? Ça évolue, bien sûr, ça change au fil de la sécurité du pays. Tout à fait. C'est évolutif. Il y a une équipe qui s'appelle le Centre de crise et de soutien, qui est au cœur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une centaine de personnes. Parmi eux, il y a 17 veilleurs qui, 365 jours par an et 24 heures sur 27, vont analyser des informations qui remontent par le réseau diplomatique et consulaire, qui vont remonter aussi par la presse ou les réseaux sociaux. Ils ont des logiciels de scrapping un petit peu sur les réseaux sociaux, qui vont remonter aussi par des relais, des ONG, des entreprises sur place, pour savoir quelle est l'information concrètement sécuritaire sur place. Ils vont l'analyser et puis ils vont mettre à jour ces fameux conseils aux voyageurs. Et c'est un processus qui non seulement est certifié, AFNOR, et c'est un processus de mise à jour très courant. Donc il y a à peu près, par exemple, sur l'année 2024, il y a eu 1500 modifications de ces cartes. Donc vous voyez, c'est un processus qui est continu. On va revenir vers vous, Pascal Confavreux, mais une question pour Karim Amin. Que recherchent ces touristes? Des sensations ou bien la réalité de leurs propres yeux? Que recherchent ces touristes? Parfois, ça peut paraître un peu fou de les voir. On voit cette femme qui part en Afghanistan, par exemple. Ça paraît peut-être un petit peu risqué quand même. Ouais, tout à fait. Pour la plupart des gens que j'ai rencontrés sur mon reportage, l'ambition était vraiment d'aller à la découverte d'un pays dont ils ont beaucoup entendu parler par les médias, soit en mal, soit en négatif. Et c'est des gens qui veulent voir par eux-mêmes, de leurs propres yeux, la réalité du terrain, vivre la guerre, la sentir au plus proche, puis partager un peu la douleur de la population locale. C'est peut-être aussi l'idée de se confronter à la réalité du terrain pour s'assurer du fait que ce que disent les médias est juste ou pas. C'est aussi sur fond de défiance. Je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux, je pense qu'il y a toute une partie de la société en fait, qui perd un peu sa confiance envers les médias classiques et qui a envie d'aller voir par elle-même la vérité de ses propres yeux. Et c'était le cas pour beaucoup des gens que j'ai rencontrés en fait. Pascal Confavreux, ces touristes qui, on le comprend, veulent découvrir le monde dans la vraie vie, dans sa vraie dimension et non par médias interposés, est-ce qu'ils sont toujours assez conscients, assez informés des risques, des enjeux que cela représente non seulement pour eux, en cas d'arrestation ou en cas de problème, mais aussi pour un pays tout entier? Tout à fait, on en appelle à leur responsabilité parce qu'ils peuvent mettre en danger eux-mêmes, éventuellement leur groupe ou les proches qu'ils emmènent avec eux, et ils peuvent mettre en danger les personnes qui seraient amenées à travailler à l'avenir à leur secours ou à leur libération. Pascal Confavreux, cette émission, c'est une coproduction franco-suisse. Alors là, on parlait du cas des touristes suisses dans le sujet de Karim Amin. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que peut-être quand on est suisse, on peut se rendre dans des pays, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est français ou américain? Il y a des nationalités qui sont plus à risque que d'autres? Ce que je peux en tout cas répondre, c'est qu'il existe des pays, notamment dans des zones rouges, des pays à très risque, auxquels vous pouvez avoir tous les bons papiers
que vous voulez, vous pouvez n'avoir aucun comportement à risque et vous pouvez quand même vous retrouver incarcéré ou en prison, en fait, du fait de votre nationalité. Donc ça vous dépasse. Et donc c'est parfois cette chose-là que les uns les autres n'ont pas forcément en tête, en disant mais moi j'ai rien fait de grave, j'ai mon visa, etc. Et donc cette zone rouge, elle n'est pas pour embêter, elle n'est pas là pour bloquer les désirs des uns des autres, elle est là pour en fait protéger nos ressortissants. Et effectivement, il y a certains cas où on ne se rend pas compte du fait, tiens, je suis tout en règle, et en fait, non, je suis quand même derrière les barreaux. Alors justement, à ce sujet, le jeune franco-allemand Lennart Monterlos, qui faisait du vélotourisme, qui avait été arrêté en juin dernier en Iran, qui était poursuivi pour un délit qui n'était pas précisé, a été acquitté, libéré. Est-ce que vous pouvez nous donner de ces nouvelles ? Écoutez, pour Lennart Monterlos, notre souhait est qu'il puisse rentrer en France dans les meilleurs délais. Vous comprendrez qu'à ce stade, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais nous travaillons beaucoup en ce sens. Et concernant les deux otages, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, qui eux aussi ont été arrêtés lors d'un voyage touristique en 2022 et sont accusés par les autorités iraniennes d'espionnage pour le compte d'Israël. Il y avait le ministre des Affaires étrangères se disait espérer la libération de deux otages. Vous avez des raisons d'être optimiste ou pas ? Cela fait plus de maintenant 3 ans que Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus en Iran dans des conditions qui sont franchement inacceptables, qui s'apparentent à de la torture et en tout cas en violation très claire pour nous des conventions de Vienne. Donc nous travaillons d'arrache-pied à leur libération immédiate. Karim Amin, on va revenir à ces touristes qui prennent des risques. Il y a des agences qui organisent ces voyages. Est-ce que ces agences sont vraiment en mesure de protéger ces touristes ? C'est sûr qu'au niveau de ces agences, il y a un peu à boire et à manger, si je peux me permettre. Et il y en a de plus en plus. Mais il y a des agences qui sont basées à l'étranger, donc en Europe, en Occident, ou même dans le pays même du tour en question. En Ukraine, par exemple, il y a une dizaine d'agences qui proposent des tours sur la ligne de front. C'est des tours qui coûtent à peu près 800 € la journée, dans lesquels on vous fournit une voiture blindée, un chauffeur armé, un gilet pare-balles. Par contre, le coût de la visite ne comprend pas le visa, ni le billet d'avion, ni les assurances spécifiques auxquelles doivent souscrire les clients, bien sûr. En Afghanistan, ça peut aller de 1 000 à 3 000 € pour un séjour d'une semaine. Mais toujours est-il qu'on voit mal une agence touristique rentrer en matière en cas de kidnapping ou de rançon demandée, ou intervenir en cas de menace directe ou d'attentat, c'est sûr. Alors, Pascal Confavreux, on a compris que vous désapprouviez... Allez-y, je vous en prie. Je voulais ajouter à vos commentaires que les rapatriements ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Donc il est bien nécessaire d'avoir une assistance spéciale dans tous les cas. Oui. Justement, on a bien compris que vous désapprouviez et que vous essayez de décourager. C'est logique, ces touristes qui vont dans des pays en guerre ou dans des terrains dans des pays hostiles ou à risque. Et les agences de voyage, ça n'est pas forcément un sésame pour s'en sortir sain et sauf. Ça ne limite pas les risques, selon vous ? Je crois qu'il faut pas se laisser prendre par une autre information. L'information qu'il faut vraiment suivre, c'est celle qui est sur le site diplomatie.gouv.fr où vous tapez conseil aux voyageurs dans votre barre de recherche. C'est là que se trouve l'information qui est pour nous la plus fiable sur la situation sécuritaire dans le pays, et c'est vraiment là qu'il faut aller chercher disons, les conseils qu'on veut suivre et partir en toute connaissance de cause. À Karim Amin, quelles sont les destinations les plus prisées en ce moment ? Alors, il existe toute une liste de pays prisés, comme vous dites. Il y a le Yémen, la Libye, la Syrie, le Liban, la Cisjordanie et j'en passe. Mais il y a aussi le Venezuela et Haïti, par exemple. C'est des pays qui attirent ces touristes de l'extrême. Au cours de votre enquête, Karim Amin, est-ce que vous avez rencontré quand même des personnes qui ont fait ce genre de voyage et qui se sont fait très peur ? Pour qui ça s'est mal passé ? Alors, personnellement, directement, non. Je n'ai pas rencontré de personnes qui se sont fait peur. Par contre, j'avais le projet de suivre un touriste japonais à Kharkiv, sur la ligne de front du côté ukrainien,
dont le tour a été annulé à la dernière minute à cause d'une attaque russe la veille. Et le tour opérateur a estimé qu'il était trop dangereux d'amener ce Japonais sur site et on n'a donc pas pu tourner cette séquence. Une dernière question. C'est vraiment pour des raisons mémorielles que ce guide ukrainien qu'on suit dans votre reportage qui organise ces visites ou est-ce que c'est principalement quand même pour gagner de l'argent ? Alors, ces tours coûtent 150 € par jour. Lui, il assure reverser la moitié de ses recettes à l'armée ukrainienne en guise de donation. Et comme il le dit dans le reportage, ce ne sont pas des tours qui l'enchantent, c'est plutôt triste pour lui. Et il a le projet d'abandonner le jour où la guerre s'arrêtera. Voilà, merci Pascal Confavreux d'avoir été en duplex pour nous depuis Paris. Merci à vous, Karim Mamine, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine.